contrée présente. Le Horla, une nouvelle de Guy de Maupassant. Épisode 3. « 6 juillet. Je deviens fou. On a encore bu toute ma carafe cette nuit. Ou plutôt, je l'ai bu. Mais est-ce moi? Est-ce moi? Qui serait-ce? Qui? Mon Dieu. Je deviens fou. Qui me sauvera? Qui me sauvera? « 10 juillet. Je viens de faire des épreuves surprenantes. Décidément, je suis fou. Et pourtant... Le 6 juillet, avant de me coucher, j'ai placé sur ma table du vin, du lait, de l'eau, du pain et des fraises. On a bu. J'ai bu toute l'eau et un peu de lait. On n'a touché ni au vin, ni au pain, ni aux fraises. Le 7 juillet, j'ai renouvelé la même épreuve qui a donné le même résultat. Le 8 juillet, j'ai supprimé l'eau et le lait. On n'a touché à rien. Le 9 juillet, enfin, j'ai remis sur ma table l'eau et le lait seulement, en ayant soin d'envelopper les carafes en des linges de mousseline blanche et de ficeler les bouchons. Puis, j'ai frotté mes lèvres, ma barbe, mes mains avec de la mine de plomb et je me suis couché. L'invincible sommeil m'a saisi, suivi bientôt de l'atroce réveil. Je n'avais point remué, mes draps eux-mêmes ne portaient pas de taches. Je m'élançai vers ma table. Les linges enfermant les bouteilles étaient demeurés immaculés. Je déliai les cordons en palpitant de crainte. On avait bu toute l'eau. On avait bu tout le lait. Mon Dieu. Je vais partir tout à l'heure pour Paris. « 12 juillet. Paris. J'avais donc perdu la tête les jours derniers. J'ai dû être le jouet de mon imagination énervée, à moins que je ne sois vraiment somnambule ou que j'ai subi une de ces influences constatées mais inexplicables jusqu'ici, qu'on appelle suggestion. En tout cas, mon affolement touchait à la démence et 24 heures de Paris ont suffi pour me remettre d'aplomb. Hier, après des courses et des visites qui m'ont fait passer dans l'âme de l'air nouveau et vivifiant, j'ai fini ma soirée au Théâtre Français. On y jouait une pièce d'Alexandre Dumas fils, et cet esprit alerte et puissant a achevé de me guérir. Certes, la solitude est dangereuse pour les intelligences qui travaillent. Il nous faut autour de nous des hommes qui pensent et qui parlent. Quand nous sommes seuls longtemps, nous peuplons le vide de fantômes. Je suis rentré à l'hôtel très gai par les boulevards. Au coudoiement de la foule, je songeais, non sans ironie, à mes terreurs, à mes suppositions de l'autre semaine. Car j'ai cru, oui, j'ai cru qu'un être invisible habitait sous mon toit. Comme notre tête est faible, et s'effare, et s'égare vite, dès qu'un petit fait incompréhensible nous frappe. Au lieu de conclure par ces simples mots « Je ne comprends pas parce que la cause m'échappe »,
Nous imaginons aussitôt des mystères effrayants et des puissances surnaturelles. « 14 juillet. Fête de la République. Je me suis promené par les rues. Les pétards et les drapeaux m'amusaient comme un enfant. C'est pourtant fort bête d'être joyeux à date fixe par décret du gouvernement. Le peuple est un troupeau imbécile, tantôt stupidement patient et tantôt férocement révolté. On lui dit « amuse-toi », il s'amuse. On lui dit « va te battre avec le voisin », il va se battre. On lui dit « vote pour l'empereur », il vote pour l'empereur. Puis on lui dit « vote pour la République » et il vote pour la République. Ceux qui le dirigent sont aussi sots, mais au lieu d'obéir à des hommes, ils obéissent à des principes, lesquels ne peuvent être que niais, stériles et faux, par cela même qu'ils sont des principes, c'est-à-dire des idées réputées certaines et immuables, en ce monde où l'on est sûr de rien, puisque la lumière est une illusion, puisque le bruit est une illusion. « 16 juillet. J'ai vu hier des choses qui m'ont beaucoup troublé. Je dînais chez ma cousine, Madame Sablé, dont le mari commande le 76e chasseur à Limoges. Je me trouvais chez elle avec 2 jeunes femmes, dont l'une a épousé un médecin, le docteur Parent, qui s'occupe beaucoup des maladies nerveuses et des manifestations extraordinaires auxquelles donnent lieu en ce moment les expériences sur l'hypnotisme et la suggestion. Il nous raconta longtemps les résultats prodigieux obtenus par des savants anglais et par les médecins de l'école de Nancy. Les faits qu'il avança me parurent tellement bizarres que je me déclarai tout à fait incrédule. Nous sommes sur le point de découvrir un des plus importants secrets de la nature. Je veux dire, un de ses plus importants secrets sur cette terre. Car elle en a certes d'autrement plus importants, là-bas dans les étoiles. Depuis que l'homme pense, depuis qu'il sait dire et écrire sa pensée, il se sent frôlé par un mystère impénétrable pour ses sens grossiers et imparfaits, et il tâche de suppléer par l'effort de son intelligence à l'impuissance de ses organes. Quand cette intelligence demeurait encore à l'état rudimentaire, cette hantise des phénomènes invisibles a pris des formes banalement effrayantes. De là sont nées les croyances au surnaturel, les légendes des esprits rôdeurs, des fées, des gnomes, des revenants, je dirais même la légende de Dieu. Car nos conceptions de l'ouvrier créateur, de quelque religion qu'elle soit et qu'elle nous vienne, sont bien les inventions les plus stupides, les plus médiocres, les plus inacceptables sorties du cerveau de ces créatures. Rien de plus vrai que la parole de Voltaire. Dieu a fait l'homme à son image. Et l'homme le lui a bien rendu. Mais, depuis plus d'1 siècle, on semble pressentir quelque chose de nouveau. Mesmer et quelques autres nous ont mis sur une voie inattendue. Et nous sommes arrivés vraiment, depuis 4 ou 5 ans, à des résultats surprenants. Ma cousine, très incrédule aussi, souriait. Le docteur Parent lui dit « Voulez-vous que j'essaie de vous endormir, madame ?» Oui, je veux bien. Elle s'assit dans un fauteuil et il commença à la regarder fixement en la fascinant. Moi, je me sentis soudain un peu troublé, le cœur battant, la gorge serrée. Je voyais les yeux de Madame Sablé s'alourdir, sa bouche se crisper, sa poitrine haleter. Au bout de 10 minutes,
Elle dormait. Mettez-vous derrière elle. Et je m'assis derrière elle. Il lui plaça entre les mains une carte de visite en lui disant « Ceci est un miroir. Que voyez-vous dedans ?» Je vois mon cousin. Que fait-il? Il se tord la moustache. Et maintenant? Il tire de sa poche une photographie. Quelle est cette photographie? La sienne? C'était vrai. Et cette photographie venait de m'être livrée le soir même, à l'hôtel. Comment est-il sur ce portrait? Il se tient debout, avec un chapeau à la main. Donc, elle voyait dans cette carte, dans ce carton blanc comme elle eût vu dans une classe. Les jeunes femmes épouvantées disaient « Assez, assez, assez !» Mais le docteur ordonna « Vous vous lèverez demain à 8 heures. Puis vous irez trouver à son hôtel votre cousin. Et vous le supplierez de vous prêter 5000 francs que votre mari vous demande et qu'il vous réclamera à son prochain voyage. » Puis il la réveilla. En rentrant à l'hôtel, je songeais à cette curieuse séance et des doutes m'assaillirent, non point sur l'absolu, sur l'insoupçonnable bonne foi de ma cousine, que je connaissais comme une sœur depuis l'enfance, mais sur une supercherie possible du docteur. Ne dissimulait-il pas dans sa main une glace qu'il montrait à la jeune femme endormie, en même temps que sa carte de visite? Les prestidigitateurs de profession font des choses autrement singulières. Je rentrais donc, et je me couchais. Or, ce matin, vers 8h30, je fus réveillé par mon valet de chambre qui me dit « C'est Madame Sablé qui demande à parler à monsieur, tout de suite. » Je m'habillai à la hâte et je la reçus. Elle s'assit fort troublée, les yeux baissés, et sans lever son voile, elle me dit « Mon cher cousin, j'ai un gros service à vous demander. » « Lequel, ma cousine ?»« Cela me gêne beaucoup de vous le dire. Et pourtant, il le faut. J'ai besoin. Absolument besoin de 5000 francs. » « Allons donc, vous ?»« Oui, moi. Ou plutôt mon mari qui me charge de les trouver. » J'étais tellement stupéfait que je balbutiais mes réponses. Je me demandais si vraiment elle ne s'était pas moquée de moi avec le docteur Parent, si ce n'était pas là une simple farce préparée d'avance et fort bien jouée. Mais, en la regardant avec attention, tous mes doutes se dissipèrent. Elle tremblait d'angoisse, tant cette démarche lui était douloureuse, et je compris qu'elle avait la gorge pleine de sanglots. Je la savais fort riche et je repris. « Comment votre mari n'a pas 5000 francs à sa disposition? Voyons, réfléchissez. Êtes-vous sûr qu'il vous a chargé de me les demander ?» Elle hésita quelques secondes, comme si elle eût fait un grand effort pour chercher dans son souvenir, puis elle répondit. « Oui. »« Il vous a écrit ?» Elle hésita encore, réfléchissant. Je devinais le travail torturant de sa pensée. Elle ne savait pas. Elle savait seulement qu'elle devait m'emprunter 5000 francs pour son mari. Donc elle osa mentir. « Oui. Oui, il m'a écrit. »« Quand donc? Vous ne m'avez parlé de rien hier. » »« J'ai reçu sa lettre ce matin. »« Pouvez-vous me la montrer? » ?»« Non, 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 non. Elle contenait des choses intimes. Trop personnelles, je l'ai brûlée. »« Alors, c'est que votre mari fait des dettes? » ?»« Je ne sais pas. »« C'est que je ne puis disposer de 5000 francs en ce moment, ma chère cousine. Hein » Oh, je vous en prie, trouvez-les. Je vous en supplie, si vous saviez comme je souffre. Il me les faut, aujourd'hui. » D'accord. Vous les aurez tantôt, je vous le jure. Oh, merci, que vous êtes bon. Vous rappelez-vous ce qui s'est passé hier chez vous? Oui, Vous rappelez-vous que le docteur Parent vous a endormi? oui. Eh bien, il vous
vous a ordonné de venir m'emprunter ce matin 5000 francs. Et vous obéissez en ce moment à cette suggestion. Elle réfléchit quelques secondes et répondit. Puisque c'est mon mari qui le demande. Pendant 1 heure, j'essayais de la convaincre, mais je n'y pus parvenir. Quand elle fut partie, je courus chez le docteur. Il allait sortir et il m'écouta en souriant. Puis il dit « Croyez-vous maintenant? Oui, il le faut bien. » Allons chez votre parente. Elle sommeillait déjà sur une chaise longue, accablée de fatigue. Le médecin lui prit le pouls, la regarda quelque temps, une main levée vers ses yeux qu'elle ferma peu à peu sous l'effort insoutenable de cette puissance magnétique. Quand elle fut endormie, « Votre mari n'a plus besoin de 5000 francs. Vous allez donc oublier que vous avez prié votre cousin de vous les prêter, et s'il vous parle de cela, vous ne comprendrez rien. » Puis il la réveilla. Je tirai de ma poche un portefeuille. « Voici, ma chère cousine, ce que vous m'avez demandé ce matin. » Elle fut tellement surprise que je n'osais pas insister. J'essayais cependant de ranimer sa mémoire, mais elle nia avec force, crut que je me moquais d'elle et faillit à la fin se fâcher. Voilà. Je viens de rentrer et je n'ai pu déjeuner, tant cette expérience m'a bouleversé. Vous venez d'écouter Le Horla, une nouvelle de Guy de Maupassant. Épisode 3. Adaptation audio par La Raconterie. Avec les voix de Lucas Baran, Kylian Chaput, Marina Delvire et Paul Colomb. Écoutez la suite sur La Raconterie.